Merci beaucoup encore. Je suis très ravi de vous retrouver pour cette session de Saxo Bank qui va vous faire un point sur les marchés et sur l'économie. L'approche qu'on va avoir aujourd'hui, c'est d'être quand même assez explicite aussi en termes de marché financier, de comprendre un peu le fonctionnement actuel à une époque où on a des banques centrales qui sont quand même extrêmement prégnantes en termes de rôle sur les marchés financiers. Donc, je vais essayer d'être aussi pédagogue que possible et aussi vous donner quelques perspectives, en tout cas la vision de Saxo Bank aujourd'hui sur l'évolution des marchés financiers, ce qui sera intéressant en termes de tendance, etc. Et ce qu'on doit attendre surtout en termes d'agenda, notamment en termes d'agenda macroéconomique et sur les banques centrales. Donc, si on poursuit, je tiens à rappeler juste avant qu'on commence vraiment dans le fond des choses que vous aurez dans tous les cas accès au replay assez prochainement, sera disponible sur les différents réseaux sociaux que vous voyez à l'écran de Saxo Bank France, mais également sur la plateforme. Donc vous aurez à tout moment la possibilité de revisionner les différents passages, ou en tout cas les éléments qui vous intéressent. Aujourd'hui, une des grandes thématiques pour les marchés financiers, c'est bien évidemment l'inflation. Et on a volontairement à Saxo Bank essayé de temps en temps de faire le parallèle avec les années 70. Bien évidemment, le parallèle n'est pas complètement opérant puisque tout simplement, on n'est pas dans une situation, notamment en termes de politique monétaire, qui soit similaire. Mais indéniablement, aujourd'hui, l'une des grandes thématiques qui va être importante pour les marchés financiers, c'est de savoir dans quelle direction va l'inflation, puisqu'indéniablement, ça aura un impact aussi sur votre stratégie d'investissement. Vous le savez très bien, il y a certains actifs qui performent mieux en période d'inflation élevée que d'autres. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'inflation est un phénomène qui va être certainement assez important et un phénomène qui va être durable de notre point de vue. On est dans une économie où vous avez différents changements qui sont structurels, comme vous le voyez, qui prennent place. On en définit chez Saxo Bank essentiellement trois. Le premier, c'est le fait d'avoir un accroissement des inégalités. Et cet accroissement des inégalités, qu'il puisse être éventuellement des inégalités perçues ou réelles, en fonction des pays notamment, va faire que vous avez des banques centrales qui vont avoir une attention de plus en plus particulière sur l'emploi. Alors bien évidemment, du côté américain, cette thématique est déjà présente depuis un certain temps, ce n'est pas complètement nouveau, mais on va voir dans d'autres pays développés, je penserai notamment à la Banque centrale européenne, même si ça n'entre pas officiellement dans son mandat, on voit qu'il y a une prise en considération de la dynamique économique qui est beaucoup plus importante. L'autre point, c'est la transformation verte, avec effectivement le fait qu'il y a eu une prise de conscience, et j'en discutais encore hier avec un fournisseur, un des principaux fournisseurs d'énergie d'énergie, donc à la fois production électricité, production de chaud et de froid en France, qui me disait indéniablement l'année 2020, ça a été bien sûr l'année de la pandémie, mais ça a été aussi l'année d'une prise de conscience, notamment du côté des industriels et aussi des politiques, de la transition énergétique, la transition vers une économie plus décarbonée. Donc ça induit aussi une transformation très importante vers une économie verte et bien évidemment avec des opportunités d'investissement qui peuvent surgir. L'autre point sur lequel on a beaucoup planché du côté de Saxo Bank et Saxo Bank, notamment notre siège avec l'équipe de recherche, depuis à peu près un an, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous allez avoir la nécessité d'investissement dans les infrastructures qui soit beaucoup plus important dans les années à venir. Qu'est-ce qu'on entend par là? Si je devais résumer mon propos, c'est tout simplement que avec la pandémie, nous avons une accélération de la digitalisation. Le problème, c'est que cette accélération de la digitalisation a montré qu'on avait des lacunes dans les infrastructures. Si on résume en une seule phrase, finalement, le monde virtuel est beaucoup trop large, le monde numérique est beaucoup trop large par rapport aux besoins du monde réel. Concrètement, même si vous avez une digitalisation extrêmement importante, vous devez avoir le transport de biens et de marchandises qui va se faire par le monde réel, indéniablement, notamment la route maritime. Alors, vous avez bien sûr cette envolée aujourd'hui des prix du transport maritime qui s'explique en partie par la pandémie, mais on considère chez Saxo Bank que vous avez une incapacité aujourd'hui des infrastructures dans le monde réel à répondre aux besoins croissants dans le monde digital. Et donc ça va être un élément structurel qui sera plutôt inflationniste. La transformation verte, c'est un des points finalement qui est extrêmement important dans les années à venir. Vous avez, alors sur la version qui sera en revanche en anglais chez Saxo Bank, on a eu récemment et notamment avec notre PDG
Kim Fournet a eu un échange extrêmement intéressant avec l'un des leaders aujourd'hui en termes énergétiques, donc plutôt en Europe du Nord, qui est le CEO de Vestas, Henrik Andersen, un échange qui est très intéressant que vous pourrez retrouver. Le point qui ressort de manière extrêmement saillante, c'est qu'aujourd'hui, face à l'enjeu climatique, certainement personne n'a réellement complètement pris en considération les implications en termes de changement et les implications en termes d'investissement nécessaires pour faire face aux risques climatiques. Et donc, c'est quand même un élément qui va être extrêmement important dans cette thématique transition énergétique, puisque finalement, un des fils directeurs sur lequel nous, on travaille au niveau de l'équipe de recherche aujourd'hui, c'est vraiment cette transition énergétique et essayer de l'appréhender au mieux et notamment savoir quel va être éventuellement l'impact pour vous en termes d'investissement. D'ailleurs, on peut déjà dévoiler que prochainement, on va diffuser au niveau de notre clientèle effectivement française un peu plus d'éléments, un peu plus d'analyse à cet égard. Donc, vous devriez avoir pas mal d'éléments à partir du mois d'octobre en termes de recherche vraiment sur cet aspect. L'autre point qui va être un élément moteur et structurel dans les années à venir et qui est effectivement quand même aussi un point qui est un peu inflationniste, ce sont les inégalités et surtout les mesures qui vont être prises, que ce soit du point de vue monétaire ou du point de vue budgétaire, fiscal, pour lutter contre les inégalités. Alors, je ne vais pas m'attarder d'un pays à l'autre, puisque dans certains pays, typiquement la France, l'accroissement des inégalités, en tout cas réel, n'est pas là, mais vous pouvez avoir un accroissement des inégalités qui sont perçues. Dans d'autres pays, aux États-Unis, indéniablement, vous avez un accroissement qui est réel des inégalités. La semaine dernière, vous avez eu un papier de la Réserve fédérale de Philadelphie qui mentionnait très clairement qu'on avait que les 1% les plus riches aux États-Unis, dans la foulée de la pandémie, sont 375 fois plus riches que le foyer américain moyen. Donc, vous voyez indéniablement un accroissement des inégalités. Cette thématique inégalité, vous le voyez avec le graphique que je vous présente, effectivement, devient aussi une thématique banque centrale. Au cours des dernières années, et notamment avant la pandémie, on avait eu dans les économies développées, au niveau des banques centrales des pays développés, très clairement le terme, donc le débat autour des inégalités s'est fortement accentué. Vous le voyez, il y a eu quand même un élément qui était moteur vers 2015-2016 sur le graphique. On voit que c'est un élément qui va compter. Ça, c'est une des tendances de long terme indéniablement du côté macroéconomique. L'autre point, du côté purement américain, sans se porter sur les inégalités, mais un des prismes des inégalités, c'est malgré tout l'accès et la dynamique du marché de l'emploi. Vous avez quand même du côté américain, si on regarde les différents indicateurs, on est peu ou prou proche du plein emploi. Ce qui veut dire qu'indéniablement, là, du côté américain, vous avez très nettement des entreprises qui ont de réelles difficultés à trouver des employés. On pensait qu'avec l'arrêt progressif des aides exceptionnelles en termes d'allocation au chômage, on aurait un retour sur l'emploi plus rapide. La réalité, c'est que ça ne s'est pas réalisé dans les États qui ont déjà arrêté ces aides. Donc, on est dans une situation où vous avez non seulement des facteurs qui sont conjoncturels de hausse des prix, mais dans le même temps, vous avez un facteur structurel qui est toujours le facteur qui est un peu inquiétant, c'est-à-dire la boucle prix-salaire. Du côté américain, vous avez une réelle inquiétude potentielle qu'on ait une boucle prix-salaire qui se mette en place, ce qui voudrait dire une inflation mesurée qui soit beaucoup plus importante. Du côté européen, la dynamique est différente. On a effectivement des pénuries d'emploi au niveau sectoriel, mais ce n'est pas du tout généralisé. Et surtout, vous avez ce qu'on appelle un halo du chômage, concrètement, les personnes qui sont hors de l'emploi, mais qui pourraient revenir très rapidement, qui est dans la plupart des pays européens extrêmement élevé. En France, on considère que c'est autour de 20%. Donc, vous avez une histoire, l'inflation, c'est vraiment une histoire américaine, très clairement. C'est beaucoup moins une histoire européenne. Ce qui veut dire qu'on aura des divergences en termes de politique monétaire et on sait lorsqu'on a une divergence en termes de politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique, ça veut dire notamment un éventuel impact sur certains marchés. On pensera éventuellement au marché du change ou éventuellement, bien sûr, ça peut avoir aussi un impact sur votre allocation d'actifs si vous êtes typiquement sur les marchés américains, mais en euros. Donc, ce sont des éléments qui seront à prendre en considération très clairement dans les prochains mois. On voit donc, si on doit résumer, quelques risques qui sont extrêmement importants si on essaye de se projeter en 2021 et en 2022. C'est effectivement que vous allez avoir, premièrement, bien sûr, cette thématique inflationniste qui va être là, à savoir qu'une inflation temporaire, le souci, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire comme temporaire. Et nous, de notre côté, chez Saxo Bank, on considère que l'inflation sera plus élevée
que la cible plus longtemps que prévu, ce qui peut éventuellement induire des ajustements en termes de politique monétaire qui n'avaient pas été pris en considération. On a un éventuel risque au niveau des différentes classes d'actifs, et notamment je penserai au niveau du marché obligataire, où effectivement on peut avoir temporairement, notamment je penserais sur la partie courte des obligations, un peu de tension, mais sur la partie longue ça me paraît moins le cas, puisque tout simplement sur le marché obligataire aujourd'hui, vous avez, même si certaines banques centrales durcissent un peu leur politique monétaire, des banques centrales qui restent toujours très très présentes. L'autre point, c'est le risque géopolitique. Alors, je ne serai pas extrêmement long sur cet aspect-là. C'est notamment souvent lié quand même à la Chine. On essaiera de suivre au fur et à mesure, mais je pense que l'interprétation aujourd'hui des événements en Chine implique qu'on est plutôt sur une Chine qui essaye de s'intéresser aux problèmes internes plutôt qu'aux problèmes externes, notamment avec la reprise en main des valeurs technologiques, et pas uniquement des valeurs technologiques, puisque ça va au-delà, aussi bien dans les valeurs de l'éducation, hein. Typiquement, on a pu le voir. Aujourd'hui, alors c'est peut-être une position assez aisée, mais force est de constater qu'il faudra prendre un peu de recul, mais il est probable que d'ici quelques mois, on commence à avoir des commentaires sur le fait que la Réserve fédérale américaine a tardé à réagir, puisque grosso modo, aujourd'hui, le tapering, vu les derniers chiffres de l'emploi, a assez peu de chances d'être annoncé en septembre. On est plutôt sur un horizon novembre-décembre en termes d'annonce du tapering et de mise en place du processus. Le souci, c'est que si vous avez effectivement une inflation qui est aujourd'hui présentée comme temporairement élevée, qui reste effectivement élevée sur la durée, vous allez avoir une vraie question sur le timing du tapering et aussi sur les montants, puisque vraisemblablement, la Fed souhaite prendre son temps pour éviter qu'il y ait des inquiétudes sur les marchés et de remous. Typiquement, le tapering a habituellement un effet assez important sur les valeurs technologiques américaines. Donc, la Fed va essayer d'être extrêmement vigilante à cet égard. On peut avoir dans les prochains mois une remise en cause un peu de cette approche. Là, je vous présentais ce qu'on appellera l'effet catch-up. C'est tout simplement qu'à un certain stade, vous avez quand même de l'inflation qui va pouvoir être durable, et c'est notamment lié à ce que je vous disais. Si vous avez la boucle prix-salaire qui se met en place très clairement du côté américain, vous pouvez avoir une inflation qui sera indéniablement plus élevée. Ce qui est assez intéressant lorsqu'on regarde au niveau du FOMC, on voit très nettement avec ce graphique que officiellement, vous avez des discussions qui sont très claires sur le fait que l'inflation est temporaire, c'est lié à la réouverture économique, etc. C'est ce qui est public. En privé, on a quand même des échos de plus en plus clairs que certains membres du Conseil du FOMC aux États-Unis s'inquiètent d'une inflation durablement plus élevée. Donc, il est très dur de faire un bilan sur l'inflation, mais ce qui est assez certain de notre point de vue chez Saxo Bank, c'est que vous avez le risque qu'on ne soit pas sur un scénario d'inflation temporaire, mais qu'on soit sur un scénario d'inflation un peu plus élevé que la moyenne d'avant-crise, notamment du fait d'une boucle prix-salaire, et donc vous avez ce risque à prendre en considération. On a beaucoup de contenu sur ça, au niveau de Saxo Bank pour aller un peu plus loin, donc il ne faudra pas hésiter, ou notamment au niveau du chat, si vous avez des questions immédiates, mais en tout cas, on a pas mal d'éléments à cet égard. Ici, le graphique vous présente malgré tout l'abondance en liquidité. Le point qui est important, c'est que vous avez quand même une liquidité banque centrale qui reste extrêmement élevée au niveau global. Donc, c'est un point qui permet d'être assez rassuré à court terme, peut-être même à moyen terme, sur la valorisation des marchés actions, qui est un peu une thématique qui vient assez régulièrement. Force est de constater qu'on voit quand même qu'on est sur une valorisation qui est indéniablement élevée par rapport à certaines manières de calculer. Mais la réalité, c'est qu'on a aussi changé de paradigme en termes de structure du marché, avec beaucoup plus de valeurs tech qui sont indéniablement avec de très fortes capitalisations, des valeurs qui sont très importantes, et surtout la liquidité banque centrale qui a été extrêmement massive sur les derniers trimestres, bien évidemment aussi induit, même si ce n'est pas un effet qui est direct, une hausse des marchés actions. Donc le point aujourd'hui, c'est que même si on a la liquidité banque centrale qui se retire progressivement, et ce sera le cas avec le tapering typiquement, vous avez au niveau global une liquidité banque centrale qui est encore assez élevée, et surtout, même si la Fed est un tout petit peu en retrait, on voit que du côté chinois, vous avez une forme de prise de relais de facto, puisque la Chine, qui est en ralentissement un peu plus élevé, injecte beaucoup de liquidités sur les marchés financiers. On a eu notamment, en termes d'injection d'open market, le niveau le plus élevé depuis le début de l'année en hebdomadaire qui a eu lieu fin août. Donc, il y a aussi une prise de relais au niveau des banques centrales.
Là, je passerai un peu rapidement puisque ce sont des éléments qu'on a un peu vus déjà ensemble et que j'ai déjà évoqués. Donc, je ne vais pas être extrêmement long sur ces aspects, notamment au niveau du marché obligataire, etc. Le point qui me paraît extrêmement important à prendre en considération, et c'est un élément sur lequel on travaille de manière extrêmement poussée aujourd'hui chez Saxo Bank, c'est comme je vous le disais, on considère que le monde physique est trop petit pour les besoins, notamment en infrastructure, du monde digital et aussi pour la révolution verte. C'est extrêmement important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez, du point de vue structurel, probablement une inflation, notamment au niveau du prix des matières premières. On l'a vu très nettement, on a eu un effet boom sur les prix à la production un peu partout dans le monde, qui sont liés notamment aux matières premières. Il est encore un peu trop tôt pour parler de super cycle des matières premières, ce qui est souvent évoqué lorsqu'on a les prix qui augmentent. Mais en tout cas, notre conception, c'est qu'on risque d'être dans un univers, en tout cas au niveau des matières premières. Après, il faudra bien sûr regarder indéniablement dans le détail, mais dans un univers plus contraint au niveau des matières premières. Et tout simplement, ça peut entraîner à minima de l'inflation très nettement. Comme je vous le disais, le bon exemple, c'est le transport maritime où traditionnellement, de Chine à l'Europe, un conteneur classique, c'est à peu près 3 000 $. On est sur des prix à 30 000 $. Ce n'est pas du tout uniquement lié au déséquilibre qu'on met souvent en avant entre l'offre et la demande liée à la réouverture économique. C'est aussi tout simplement parce qu'aujourd'hui, en termes d'infrastructures dans le monde réel, elles sont insuffisantes, et notamment les infrastructures de transport. Donc, c'est un point qui peut être quand même très important dans les années à venir. La Chine, en termes de compréhension sur la Chine, vous avez aujourd'hui indéniablement une croissance chinoise qui est inférieure au niveau auquel les autorités chinoises prétendent. On voit très très nettement, il y a un élément qui montre que les autorités chinoises ne sont pas à l'aise avec le niveau actuel de la croissance, c'est tout simplement le fait que les autorités chinoises aient réévalué à la hausse beaucoup d'indicateurs macroéconomiques sur les dernières années, donc ça fait gonfler automatiquement le PIB. Vous avez en Chine deux thématiques, comme je vous le disais, le fait que la Chine, même si elle ne va pas faire un ajustement, un soutien monétaire et budgétaire massif comme en 2009-2010, vous le voyez sur le graphique, notre indicateur Credit Impulse qui mesure les flux de crédit entrant dans l'économie avait connu un bond en 2010, c'est la courbe rouge. On n'aura pas ce niveau-là, très clairement. On va être sur un ajustement fin. On s'attend à des nouvelles mesures de soutien, notamment des injections de liquidités, mais pas du tout à des niveaux qui puissent être similaires à ce qu'on a pu connaître. En revanche, vous avez une thématique qui est extrêmement importante. Je parlais d'inégalité au début. La reprise en main chinoise, pour nous, est une reprise en main, notamment afin de lutter contre les inégalités perçues et réelles. Concrètement, la manière dont on interprète ce qui se passe en Chine aujourd'hui, c'est que la Chine souhaite à tout prix lutter contre le capitalisme de rentier, qui est bien sûr de manière assez symbolique matérialisé avec les grandes valeurs tech, mais pas uniquement. On a vu qu'ils se sont notamment intéressés du point de vue culturel à certaines stars, du point de vue éducatif, où vous aviez des valeurs qui faisaient plusieurs milliards en bourse. L'objectif, c'est vraiment de combattre le capitalisme de rentier, ce qui, en termes d'interprétation pour nous, va les conduire à se focaliser dans un premier temps beaucoup plus sur les sujets domestiques que sur les sujets internationaux. Ça ne veut pas dire que la guerre commerciale disparaisse du jour au lendemain, mais en tout cas, vous aurez une priorité qui sera de consolider le bloc national. Dans un premier temps, en tout cas, ce sera l'approche la plus importante. En termes d'élections, vous avez le scénario des élections allemandes, donc le 26 septembre. Vous en souvenez, en tout cas si vous lisez la presse, on a fait quelques publications aussi à cet égard sur le site. On avait des attentes extrêmement importantes au niveau des élections allemandes dans un premier temps, lorsqu'on regardait les sondages, avec un boom notamment des Verts. La réalité, c'est que ça s'est complètement estompé. On a un renversement de situation qui est assez inédit, à savoir que le SPD est aujourd'hui, en tout cas le candidat du SPD, donc centre-gauche, est celui qui est en tête des sondages. Pour nous, on va être très clair, il n'y aura pas certainement, par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, il est assez peu probable qu'on ait un Big Bang du côté allemand après les élections. Il y a quelques points qu'il faut prendre en considération. Un, vu les niveaux en termes de sondage des trois principaux partis, vous allez avoir des négociations de coalition en Allemagne, qui est le fonctionnement traditionnel, qui vont être très très longues. Et je pense qu'Angela Merkel sera encore chancelière allemande à la fin de l'année.
L'autre point qui est important à prendre en considération, c'est que même si vous avez un accord probablement à minima entre 3 partis, mais que ça intègre le centre-gauche, SPD et les Verts, vous n'êtes pas certain d'avoir un Big Bang en termes de budgétaire. Vous aurez certainement plus de flexibilité, un focus sur les investissements verts, ça c'est indéniable parce que je pense que c'est une lame de fond et ça induit aussi en termes d'allocation d'actifs une répartition. Mais les Allemands ne vont pas du jour au lendemain ouvrir les écoutilles et inonder du point de vue budgétaire leur économie et avec un effet éventuel d'entraînement aux autres économies. Donc on considère plutôt que vous aurez une politique budgétaire qui sera modérément, et j'insiste sur ce thème, expansionniste. Et l'autre point, toujours dans cette thématique allemande, c'est qu'en termes d'investissement vert, ces fameux investissements verts qu'on attend, ils pourraient être finalement sortis du budget. Donc vous auriez une sorte de véhicule hors budget dédié aux investissements verts. Vous l'avez compris, mais c'est une thématique qu'on met très souvent en avant. Nous, et vous avez énormément de contenu, hein, notamment sur les différentes versions et sur la plateforme, etc. L'une des tendances de fond en termes d'investissement, qu'on le veuille ou non, c'est la thématique investissement vert qui va être très présente. On y reviendra, hein, comme je vous l'ai dit, avec un prisme un peu énergie prochainement. Mais en tout cas, ça va être une des thématiques qui sera extrêmement importante. Si je devais résumer en termes de grande dynamique, effectivement, ce qui peut être important de notre point de vue, c'est que vous avez, je pense, en termes purement macroéconomiques, des banques centrales qui vont un peu redresser, durcir leur politique monétaire, mais la tendance de fond, elle reste finalement assez identique. Il y a énormément de liquidités banques centrales, donc ça reste un élément de soutien en termes de dynamique financière. L'autre point, c'est qu'en revanche, il y a certainement un problème de diagnostic sur l'inflation qui est considéré comme temporaire, alors que nous, on perçoit plutôt une inflation qui sera en tout cas légèrement au-dessus des cibles précédentes et légèrement au-dessus de la cible d'inflation d'avant-crise, la moyenne qu'on a pu connaître, ce qui veut dire que vous allez avoir quand même un scénario légèrement inflationniste qui va se mettre en place et qui induira un impact, y compris sur le marché obligataire, bien évidemment, mais aussi sur certains segments de marché, typiquement sur certains segments de marché actions. Donc, il y aura cette prise en considération à bien intégrer aussi en termes d'investissement lorsque vous êtes surtout sur des dynamiques long terme, puisqu'on sait très bien qu'il y aura un intérêt sur les investissements verts très prochainement. En termes de panorama, pour nous, sur les très courts termes, vous savez que vous avez la réunion de la Banque centrale européenne ce jeudi. Pour nous, le message il va être relativement clair, à savoir qu'il n'y aura pas de Big Bang à cet égard. On va être sur une banque centrale qui redresse, qui durcit légèrement sa politique monétaire dans le sens où on va avoir une baisse des rachats d'actifs, mais très honnêtement, ça a assez peu de chances de changer la donne, que ce soit à court ou à moyen terme. La Banque centrale européenne reste extrêmement accommodante. Et avant que je passe éventuellement aux questions, demain, vous allez avoir aussi un point qui va être sur les actions. Vous avez encore quelques résultats qui se mettent en place, très peu, mais vous avez quelques résultats trimestriels qui sont aussi présents, donc à surveiller. L'une des valeurs au niveau des résultats trimestriels, c'est une firme américaine qui publiera donc demain après-midi, Zscaler, qui est une société qui est cotée au Nasdaq et qui est essentiellement spécialisée dans la sécurité de l'information. Ça fait partie des valeurs qui ont beaucoup augmenté sur les derniers mois. Je crois que l'action a augmenté de 85-86%. Comme elle est spécialisée dans la cybersécurité, vous en doutez bien, dans un contexte de recrudescence des cyberattaques, c'est une valeur qui a été assez plébiscitée par le marché et donc elle va publier ses résultats demain après-midi. Voilà, je vous propose qu'on passe aux questions si vous en avez. Je vois qu'il y en a déjà une qui est formulée, donc sur quels sont les segments actions qui seront impactés par le retour de l'inflation. Alors, vous avez la théorie économique qui vous dit très clairement qu'est-ce qu'il faut privilégier avec, bien sûr, classiquement l'or ou encore les actions ou les matières premières lorsqu'on a une inflation élevée. Je pense que on doit être à l'écart un peu de la théorie économique parce que la réalité, c'est que l'inflation dans un monde où vous avez des banques centrales qui restent très accommodantes globalement et surtout où vous avez beaucoup d'injections de liquidités ne va pas avoir le même impact que typiquement dans les années 70. De mon point de vue, l'inflation aura beaucoup plus un impact sur le marché obligataire notamment,
Potentiellement aussi sur les matières premières, puisque comme je vous l'ai dit, il y a certainement cet aspect matières premières contraintes, en tout cas accès aux matières premières contraintes qui va jouer. En revanche, sur les classes d'actifs au niveau action, les différents secteurs d'activité, à part un impact peut-être immédiat sur les techs, mais c'est du très court terme, on n'aura pas vraisemblablement d'impact sur du très long terme. De mon point de vue, ça ne changera pas la donne sur les marchés actions. Alors, pour répondre sur la suite, sur les investissements verts, si ça implique une forte relocalisation de la décroissance, non, sur la décroissance, très clairement pas. La relocalisation d'activités, moi j'en avais discuté beaucoup pendant la pandémie, enfin en plein cœur de la pandémie, y compris avec des députés français. Et ils avaient tous ces espoirs de relocalisation d'activités. La réalité, c'est qu'on regarde avec un petit bilan, il y a assez peu de relocalisation d'activités qui va être extrêmement massive parce que c'est très très compliqué, les relocalisations. Même typiquement relocaliser dans le domaine pharmaceutique, puisque ça a été souvent évoqué, de Chine vers l'Europe. Ce n'est pas une question uniquement de main-d'œuvre et de coût de la main-d'œuvre, c'est finalement tout ce qu'il y a autour qui reste complexe. Pour moi, il y aura assez peu de relocalisation dans un premier temps. Le seul élément qui pourrait changer la donne, c'est si vous avez, en termes de transport, notamment transport maritime, des coûts qui sont durablement trop élevés. Mais ça reste quand même très compliqué. Je pense que les investissements verts vont surtout se traduire par des secteurs qui sont typiquement adossés aux investissements verts qui vont bondir. Il y a un secteur, notamment j'en parlais hier avec cette entreprise française, sur la biomasse, qui va, je pense, être un des secteurs qui va être très important dans les prochaines années en termes d'évolution. Donc c'est un secteur que je vous invite à regarder d'un peu plus près, notamment sur la biomasse, parce que finalement on pensera souvent aux énergies renouvelables, éolien et solaire, mais vous avez d'autres segments qui sont adossés à la biomasse qui peuvent être beaucoup plus intéressants parce que je pense qu'ils feront partie plus durablement du mix énergétique dans la transition. Sur les autres questions, l'impact des politiques chinoises sur les valeurs du luxe. Alors j'ai eu je ne sais pas si on pourra retrouver là j'ai pas le replay, mais j'avais fait une intervention très très longue il y a 10 jours de cela maximum sur Bismart avec Grégoire Favé, que vous devez connaître notamment lorsqu'il était chez BFM Business. On a beaucoup échangé sur l'impact des politiques chinoises sur les valeurs du luxe. Je pense qu'on était tous d'accord sur le plateau. J'avais deux collègues, notamment un que je connais très bien de Pictet, qui lui fait vraiment de l'investissement au quotidien et qui connaît bien la Chine. Et je pense que on a tous assez peu ou prou la même analyse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous avez une très forte décote sur les valeurs chinoises, et là je m'intéresse d'abord aux valeurs chinoises, c'est très compliqué d'être exposé au marché chinois parce que la reprise en main, elle va être durable, elle va toucher d'autres secteurs. Maintenant, votre question, elle concerne les valeurs du luxe. Donc, j'entends bien évidemment les valeurs du luxe françaises plutôt. En termes de part de marché, c'est vrai qu'elles sont bien sûr complètement exposées à la Chine et qu'elles trouveraient difficilement un relais de croissance ailleurs. Mais la réalité, c'est que comme ce sont des entreprises étrangères dans le secteur du luxe, et qu'il n'y a pas de volonté, en tout cas de la Chine, de combattre, y compris le luxe un peu ostentatoire de la classe moyenne, j'entends. Parce que finalement, qui achète beaucoup dans le luxe français en Chine, c'est en particulier la classe moyenne, qui a un pouvoir d'achat très élevé. De mon point de vue, les valeurs du luxe, elles ne sont pas menacées, en tout cas les valeurs du luxe françaises, si j'entends bien votre question, elles ne sont pas menacées par la politique chinoise, très clairement. La Chine, si elle s'attaque au luxe ostentatoire, ça va être concernant le haut du panier, peut-être les 1 à 10% les plus riches. Mais ça voudra dire que très clairement, en termes de perspectives, pour le luxe qui a beaucoup augmenté, je pense que les perspectives elles restent encore globalement bonnes. Alors, une très bonne question aussi sur le débat chez les économistes, les banques centrales sur les composantes à retenir pour le panier du consommateur. Alors, au niveau des banques centrales, le débat, il n'est pas officiel. Et on reste sur sur les anciens paniers, puisque fondamentalement, les banques centrales n'ont pas la capacité, en tout cas dans les économies développées, à influencer sur le panier. La mesure de l'inflation, elle est faite par des organismes au niveau national, typiquement l'INSEE en France, et les banques centrales n'ont pas leur propre mesure
officielle de l'inflation. Elles ont quelques indicateurs, mais elles n'ont pas leurs propres mesures. Donc le travail, il doit être fait au niveau des agences qui collectent les données. Typiquement, c'est l'INSEE en France. Il y a un débat de long terme déjà chez certaines agences, y compris du côté américain et côté en France, sur le fait que dans le panier du consommateur, ça reflète assez mal l'inflation réelle. Je pense qu'avec la pandémie, ça va quand même accélérer les réflexions qui sont très présentes chez les économistes. Typiquement, aujourd'hui, il est quasi certain, je peux le dire sans prendre de risque, que la mesure de l'inflation est inappropriée dans les pays développés, tout simplement parce qu'on a eu, comme je vous le disais tout à l'heure, une telle accélération du digital dans les achats. Et le souci, c'est que le digital aujourd'hui est complètement sous-représenté dans les paniers de consommation. Typiquement, un abonnement Netflix aux États-Unis dans l'inflation, il n'est pas pris en compte. Alors, ça peut vous paraître un cas d'école, mais cet exemple, ça vous montre que tout ce qui est adossé au digital, et finalement de plus en plus, encore plus avec la pandémie, n'est pas pris en considération dans la valeur, l'évaluation moyenne de l'évolution des prix. C'est pour ça que il faudrait avoir une myriade de modèles, mais la réalité, c'est probablement l'inflation réelle qui serait plus proche de l'inflation justement ressentie par le consommateur et probablement plus élevée que ce que nous disent les chiffres, sachant qu'on est déjà sur des chiffres qui sont relativement élevés. C'est un long débat sur l'inflation, sur le calcul de l'inflation, donc on pourra y revenir. Une question de Stéphane. Donc, au vu de la faiblesse des taux d'intérêt actuels et d'un retour potentiel de l'inflation, est-il envisageable qu'une remontée plus brutale qu'anticipée ait lieu? Quid de la vitesse de la remontée des taux par la Fed notamment? Alors, j'en parlais il y a 15 jours de cela avec notre analyste marché obligataire, Altea. On a un peu eu un échange sur cela. On n'était pas complètement d'accord. C'est-à-dire qu'on est d'accord sur le constat, à savoir que l'inflation va être probablement plus élevée plus durablement que prévu. En revanche, on n'est pas d'accord sur les mesures à prendre en considération. Pour moi, même si je pense que ce n'est pas le meilleur moyen de lutter contre l'inflation, le plus aisé pour la Banque centrale, c'est du tapering. Donc, si on a un retour beaucoup plus brutal de l'inflation, on peut avoir une accélération du tapering. Ça, c'est mon scénario. Le scénario d'Altea, qui est intéressant mais qui me paraît compliqué en termes de politique, c'est-à-dire que si on a un retour plus durable de l'inflation, le meilleur levier, c'est les taux d'intérêt, et là je suis d'accord avec elle, ce qui voudrait dire que la Fed relèverait ses taux d'intérêt plus rapidement que prévu. J'ai du mal avec cette interprétation aujourd'hui, tout simplement parce que une hausse des taux d'intérêt, c'est l'élément fondamental qui montre un vrai durcissement de la politique monétaire. Du tapering, la Fed l'a déjà fait, elle pouvait toujours continuer de dire j'ai une politique monétaire qui est accommodante. Si demain vous avez des taux d'intérêt plus élevés, là le marché comprendrait très très nettement qu'on sort de la période un peu d'argent facile ou de liquidité abondante et l'impact notamment sur le marché US serait massif puisqu'on sait que par exemple les valeurs tech américaines qui sont une grande partie quand même de la valo aux États-Unis sont très sensibles à l'évolution des taux. C'est pour ça que moi, je ne pense pas que ce soit faisable de relever dans les prochaines années les taux directeurs côté US. Mais là encore, ça reste une incertitude, c'est-à-dire si demain on a effectivement une inflation à 5% durablement, le scénario peut changer. Ce n'est pas mon scénario malgré tout, mais c'est à prendre en considération très clairement. C'est une bonne question qui reste avec une réponse un peu ouverte parce qu'on n'aura pas de visibilité, mais je vous ai donné en tout cas les deux éléments, les deux scénarios qui se mettent en place et qui sont en général ceux qui sont évoqués par les économistes et les analystes. Les sociétés pétrolières ensuite sont boudées, critères ESG, alors que le prix du baril est plus haut qu'avant. Vous entendez sur le cours des sociétés cotées pétrolières? Alors, ce n'est pas un secteur que je suis au quotidien. En revanche, et vous avez, je pense, la réponse dans la première partie de votre intervention, et j'en parlais avec notamment beaucoup d'analystes qui suivent le secteur et qui suivent tout ce qui est ESG. La réalité, c'est que je pense que la lame de fond aujourd'hui, ça ne va pas du tout être la reprise chinoise ou éventuellement les taux d'intérêt sur les sociétés pétrolières. La lame de fond, c'est l'ESG.
les valeurs pétrolières, elles ont déjà été durablement impactées par le focus ESG beaucoup plus important sur les dernières années, qui était souvent parallèle de facto avec une baisse des cours, mais même s'il n'y avait pas de lien particulier. Même si demain on devrait avoir des cours du pétrole qui augmentent énormément, je pense que le problème qu'on va trouver chez les investisseurs institutionnels est le respect des critères ESG, qui fait que dans tous les cas, vous n'aurez jamais des hausses très importantes des valeurs pétrolières. Si vous discutez aujourd'hui avec une myriade de sociétés de gestion, en tout cas qui ont une clientèle institutionnelle, toutes vous disent la même chose. Nous, on est obligé de faire de l'ESG, qu'on le veuille ou pas. La clientèle investisseur particulier est moins exigeante sur l'ESG, mais vous savez quand même qu'en termes de volume d'investissement, on va être plutôt, les institutionnels prennent le lead. Donc, de facto, je vois mal un scénario, même avec des prix pétroliers qui augmentent, où on aurait des sociétés pétrolières qui connaîtraient des performances extraordinaires. Il suffit de regarder les valeurs du tabac. C'est des valeurs qui sont sanctionnées. Donc, pour moi, je suis assez pessimiste à cet égard en termes de lame de fond. Antoine, alors, sur les décisions de politique monétaire, bon, vous savez, je ne peux pas faire de conseil, donc je ne vais pas vous dire dans quelle direction l'euro-dollar va aller. Et en plus, très objectivement, même si je n'ai pas cette contrainte-là, le fait est que je pense que sur le marché d'échange, vous êtes quand même sur une difficulté parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en considération, y compris même les excédents de balance commerciale sur l'euro-dollar. Ce serait dur d'avoir de la visibilité. Si je devais, le scénario de base aujourd'hui, le consensus de marché, c'est vous avez un euro-dollar qui est plutôt baissier. Ça, c'est le consensus de marché. En direction, ça dépend des grandes banques. Je crois que les niveaux sont 1,15 ou 1,16. Le différentiel de politique monétaire peut jouer sur la direction de l'euro-dollar, à condition, en revanche, que vous ayez un différentiel de politique monétaire qui soit massif. Si à l'instant T, donc grosso modo d'ici la fin de l'année, vous avez juste un tapering aux États-Unis qui restera, je pense, dans tous les cas réduit. Du côté de la BCE, on va avoir un ralentissement des rachats d'actifs. Ça ne change pas la donne en termes de politique monétaire. Vous n'avez pas un tel différentiel de politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique que ça aura une réelle influence durable sur l'euro-dollar. Donc, de mon point de vue, non. Il n'y a pas un impact qui soit extrêmement perceptible. Et sur les exportations en Chine, a priori, pour moi, pareil, hein, c'est à peu près le même commentaire, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un différentiel qui soit suffisant en termes de politique monétaire, ça devrait avoir un impact quand même réduit à court terme. Est-ce que vous avez d'autres questions sur n'importe quoi d'ailleurs, sur les marchés, etc., la macroéconomie? Je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Si vous voulez rebondir sur un point particulier, ou sinon on sera bon. Si quelqu'un souhaite écrire quelque chose, qu'il n'hésite pas. J'en profite en tout cas pour vous rappeler, merci, je rebondirai sur la question, pour vous rappeler dans tous les cas qu'on va organiser des webinaires un peu plus marché macro assez réguliers. Hein. Il y en aura un prochainement aussi au mois d'octobre. Juste, il y a deux questions qui sont toujours là. Sur les élections en Allemagne et l'autre, c'est sur le tapering de la Fed. Alors, le tapering de la Fed, c'est très important. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué un peu ce point-là. Le tapering de la Fed, ce qui va être essentiel, ce n'est pas tant le montant. Parce que la réalité, moi, je pense que ce sera effectivement entre 10 et 20 milliards. Mais la réalité, c'est que le montant, c'est assez consensuel, ce sera peu. Mais ce qui va être extrêmement important, c'est vraiment en termes d'impact, c'est vraiment de savoir si la Fed va viser les bons du Trésor ou les MBS, hein, donc qui sont adossés au marché de l'immobilier. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire clairement, vous avez une bulle de l'immobilier aux États-Unis, c'est assez clair. L'enjeu à chaque fois d'une bulle pour une banque centrale, c'est on va essayer de dégonfler la bulle, même si on sait très bien que ça va être très compliqué à faire. En juin, la Banque centrale américaine, dans les discussions, et c'était un peu passé inaperçu parce que tout le monde se focalisait sur le tapering, vous aviez plusieurs membres du FOMC qui avaient dit dans le tapering, on doit d'abord privilégier les MBS.
parce que justement, c'est un moyen de dégonfler un peu les prix de l'immobilier américain qui sont à de tels niveaux que ça accroît les inégalités. Donc je pense que indéniablement, et vous avez complètement raison avec votre question, l'enjeu, c'est de savoir la composition. Je pense, j'ai le sentiment que la Fed visera d'abord les MBS parce qu'elle voudra essayer de dégonfler la bulle immobilière. Le souci, et pour moi c'est mon principal risque sur la macro américaine dans les mois et les années à venir, le souci c'est qu'on sait très bien qu'une banque centrale ne sait pas dégonfler une bulle. Donc si ça se passe mal, ça peut être agité sur le marché de l'immobilier américain. Ça c'est mon principal risque en termes macroéconomiques pour les États-Unis sur les trimestres à venir. Sur les élections allemandes, je les avais un peu évoquées. Grosso modo, comme je vous ai dit, très honnêtement, l'impact marché, il va être relativement faible. En 2000, si je me souviens bien, c'était 2017, les dernières élections. Les négociations avaient été extrêmement longues et automatiquement, il y a eu, j'avais regardé l'euro-dollar d'ailleurs à titre de curiosité, alors il y avait eu de la volatilité, mais très clairement pour d'autres facteurs. Sur les élections allemandes, à mon avis, il n'y aura pas un impact très très important. Et si vous voulez, même si les... Alors, vu les sondages, à mon avis, les Verts ne sont pas en mesure d'avoir de la chancellerie. Et même, j'oserais dire, les Verts ne seront pas le faiseur de roi. Ils peuvent faire partie de la coalition, mais le faiseur de roi, au regard des sondages, c'est le parti pro-business FDP. Le FDP est historiquement proche de la CDU, un parti pro-business, hein, donc assez logique qu'il soit proche de la droite, en tout cas du parti de droite CDU. Et c'est eux qui vont avoir le vrai levier, à mon avis, pour négocier. C'est pour ça que je vous disais, ce serait certainement erroné de s'attendre à un Big Bang en termes budgétaires, etc. Vous aurez bien sûr des mesures de soutien à la transition parce que tous les pays font ça et là, c'est peu importe le parti politique, tout le monde s'accorde sur ça. Mais je doute très fortement qu'il y ait un Big Bang à cet égard. J'avais vu une question. Alors, il y a pas mal de notes, hein. J'ai publié aussi une note. Bon, c'est sur le site en anglais, mais on les traduit assez aussi sur la mise à jour, hein, sur les élections allemandes. Mais grosso modo, c'est ce que je vous ai dit dans tous les cas. Il y a une question sur le doute concernant la monnaie US. Et pour le déficit jumeau français, je vous avoue humblement que je n'ai pas de réponse. Faudrait que je me penche plus sur la question. Mais je reviendrai sur vous sur ce sujet qui est de toute façon récurrent dans tous les cas. Sur le dollar américain, j'ai indéniablement pas 40 ans d'expérience sur les marchés, vous en doutez. Mais en tout cas, avec l'expérience que j'ai, je peux vous dire que c'est une thématique qui revient régulièrement. Et même si effectivement M1 a fortement augmenté, bondi, euh, ce que vous devez vous dire, c'est quelle est la meilleure alternative au dollar. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ce n'est pas l'euro, parce que depuis plus de 20 ans, sinon on le saurait. Le yuan chinois, ça prendra du temps, peut-être dans 10-15 ans. Donc, il n'y a pas de meilleure alternative. Même si le dollar est décrié, ça reste la meilleure monnaie aujourd'hui, en tout cas en monnaie de réserve au niveau mondial. Voilà. Si vous avez une autre question sur l'impact alors ce sera plus les élections françaises. Oui, vous aurez un écart, hein, je pense, sur le spread obligataire que vous mentionnez. Moi, je vois 20, pas un écart énorme hein, non plus, hein, 20, peut-être 30 points de base sur le 10 ans. En tout cas, c'est mon scénario aujourd'hui parce que je pense que les élections françaises, hein, j'entends, elles vont avoir un effet, on y reviendra bien sûr beaucoup plus en détail dans les prochains mois, on va couvrir plus cet aspect, mais elles vont avoir un impact assez faible parce que du point de vue des investisseurs étrangers, ce qui inquiétait grosso modo, c'est Front National, Renouveau National, RN très haut dans les sondages, mais veut sortir de la zone euro. Aujourd'hui, même si le RN est haut dans les sondages, il ne veut plus sortir de la zone euro. Le sujet clivant, c'était la sortie de la zone euro. Donc, pas la même volatilité qu'on a connue en 2017, ça j'en suis sûr et certain. Et si je dois me risquer, effectivement, sur le spread, c'est peut-être 20 à 30 points de base, hein, c'est un peu le scénario, je pense, mais qui se matérialisera quand même beaucoup plus tard, même, ou finalement plus tard, j'entends début 2022, hein, très clairement, lorsqu'on aura plus de visibilité. Là, j'ai été en échange avec quelques investisseurs étrangers. Très honnêtement, les élections françaises, pour l'instant, c'est très loin de leur radar. Donc, c'est pour ça que ça va pas être l'impact. Voilà. On a fait une cinquantaine de minutes, si je ne me trompe pas. Bah, allons-y, si vous avez d'autres questions, de toute façon, on a le temps. Alors, c'est une vraie problématique sur la valorisation.
C'est-à-dire, si on utilise les outils qu'on a connus précédemment, qu'on utilisait, tous ces outils traditionnels, bien évidemment, oui, c'est vrai que la valorisation, notamment côté américain, c'est pas le même sujet en Europe. Côté américain est élevé. Après, ce que je veux vous dire, c'est que la composition du marché a aussi beaucoup changé en l'espace de quelques années. Donc, ces outils qu'on utilisait, qui fonctionnaient très bien au début des années 2000, je pense qu'ils ne sont pas adaptés à des marchés financiers qui sont quand même très nettement adossés à des valeurs tech digitales au sens large. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'instant T, même les niveaux de valo aux États-Unis qui sont élevés au regard historique ne m'inquiètent pas. Parce que les business models qui sont sous-jacents sont très très différents d'avant. Donc, je n'ai pas une inquiétude particulière sur les valorisations. Vous avez aussi des marchés qui sont en revanche, y compris au niveau comparaison historique, très peu valorisés. Hein, c'est typiquement le marché japonais. C'est peu valorisé, mais ça ne bouge pas. Donc, en même temps, je pense que trop s'inquiéter au niveau de la valorisation n'est probablement pas la première priorité aujourd'hui. Cherchez plutôt des secteurs ou des entreprises, mais des secteurs sur lesquels vous considérez qu'il y a un réel pari d'avenir. En ajoutant bien sûr les valeurs traditionnelles, j'oserais dire, de bon père de famille, qui sont un peu des valeurs bas de portefeuille, mais la valorisation n'est, je ne pense pas, le critère différenciant essentiel. Typiquement, même si les valorisations sont faibles sur le marché japonais, que je connais un peu, ce n'est pas pour autant que j'aurais envie d'aller sur le marché japonais. L'or, en tant que valeur refuge, on a un peu échangé avec Ole Hansen, qui est notre analyste spécialisé sur les matières premières. Je vous avoue que à titre personnel, si je choisissais une valeur refuge, ce serait plutôt le dollar que l'or. Je vais vous expliquer. Peu importe ce on en a pas mal parlé, un M1, etc., l'impact sur le dollar. La réalité, c'est que en même temps, l'or, c'est une valeur refuge qui est compliquée à détenir, beaucoup plus compliquée. Elle est traditionnellement, et c'est classique, on vous présente l'or notamment comme une bonne valeur refuge en cas d'inflation. Là, j'ai la question après compliquée sur le Bitcoin. Mais je pense quand même, malgré tout, que le dollar est plus pertinent aujourd'hui. En tout cas, du point de vue des investisseurs institutionnels, c'est plus souvent le dollar que l'or. Le Bitcoin. Alors, une certitude, et là, j'aurais aucun doute, c'est que en termes de valeur refuge, je pense que le Bitcoin est compliqué pour une raison simple, la volatilité. C'est tout. Et là, je n'émets pas de jugement sur est-ce pertinent ou pas de détenir du Bitcoin, etc. Ou même n'importe quelle autre crypto-monnaie, ou crypto-actif plus exactement. C'est le terme qui me paraît plus adéquat. Mais en termes de valeur refuge, la base d'une valeur refuge, c'est de se dire, vous aurez quand même une volatilité relativement réduite. Le Bitcoin, par sa nature, par la spécificité du marché, beaucoup de volatilité. Donc, en tout cas, purement en valeur refuge, ce serait un risque beaucoup trop important. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, c'était très plaisant comme échange, ce qui est certain. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine à ce niveau. La dernière question, je vais la répondre très rapidement. Sur l'investissement dans les pays émergents, vu aujourd'hui les différentiels de croissance et le fait que vous n'aurez pas de rattrapage possible, les émergents, c'est une magnifique valeur. Moi, il y a des pays émergents et des actifs que j'adore. Mais pour autant, c'est très compliqué aujourd'hui d'être sur les émergents, du simple fait qui est très très simple. C'est tout simplement que la pandémie, elle va pas être, on va pas résorber la pandémie dans les émergents, y compris dans les grands émergents rapidement. Donc aujourd'hui, quand vous discutez avec des sociétés de gestion, y compris celles qui s'intéressent un peu aux émergents, elles disent il n'y a rien à faire. Donc non, les émergents, c'est très compliqué aujourd'hui, je pense. Et l'euro, toute dernière question pour rebondir sur ce qu'a dit Caroline, l'euro n'est pas une valeur refuge. C'est ça le sujet. Le dollar est une valeur refuge. Voilà.
En tout cas, merci énormément pour cet échange. Comme je vous l'ai dit, le replay sera disponible. Nos équipes, et notamment Caroline, qui a été d'une aide extraordinaire, donc merci Caroline. Tout sera diffusé ensuite sur la plateforme et sur les différents réseaux sociaux. Je vous remercie énormément pour les échanges, puisque le plus intéressant, c'est quand même l'échange et de répondre à vos questions. À minima, on va faire donc un webinaire, en tout cas qui sera animé par moi, une fois par mois. Et si le process fonctionne bien, on pourra faire beaucoup plus régulièrement, et y compris même juste des sessions questions-réponses qui peuvent être tout à fait intéressants. Et puis prochainement, j'espère qu'on reprendra les événements physiques lorsque les conditions du point de vue sanitaire le permettront. Voilà. En tout cas, merci énormément. C'était très plaisant. Merci pour toutes vos questions très pertinentes. Merci Caroline d'avoir tout organisé, c'était fantastique. Et je vous retrouve très prochainement. Et bien sûr, faites attention à la BCE qui aura lieu jeudi. Merci encore, très bonne journée.